En décembre 1887, dans le territoire du Dakota, le vent balayait la prairie stérile comme un couteau, transportant une neige qui piquait la peau exposée presque instantanément, près d'une douce pente. À environ 5 km à l'ouest de ce qui serait plus tard connu sous le nom de ville d'Edgeley, un individu solitaire maniait une pioche dans le sol gelé, son souffle formant des nuages visibles dans l'atmosphère glaciale. Les colons voisins interrompaient leurs propres préparatifs hivernaux pour observer. Certains exprimaient leur désapprobation en secouant la tête, tandis que d'autres riaient ouvertement. Un charpentier expérimenté, originaire du Michigan, cria de loin « Avez-vous l'intention d'enterrer votre famille avant que l'hiver ne vous les prenne ?» Gunnar Vikland, un immigrant norvégien arrivé seulement 8 mois auparavant, persistait dans son creusement, excavant directement le flanc de la colline. Il construisait quelque chose qui ressemblait plus à un puits de mine ou à un site funéraire qu'à une habitation, avec sa femme, Astrid, se tenant à proximité. Leurs 2 enfants, agrippés à ses jupes, observaient leur père disparaître dans le sol. La compréhension de Gunnar de la masse thermique, de l'isolation terrestre et de la température constante du sol déterminerait bientôt la ligne entre la vie et la mort. Cependant, il dut d'abord endurer une saison entière de moqueries. Quelle connaissance ce fermier norvégien possédait-il concernant les abris souterrains que les pionniers américains expérimentés ignoraient totalement? La solution deviendrait évidente lorsque les températures chuteraient à moins 40 degrés Celsius, et qu'une seule famille, à travers cette étendue de prairies, réussit à rester suffisamment au chaud pour dormir profondément toute la nuit. Si vous êtes désireux de découvrir comment les anciennes méthodes de construction d'abris souterrains ont surpassé les pratiques de construction typiques des pionniers, alors appuyez immédiatement sur le bouton d'abonnement. En échange, je vous garantis que vous acquérez des connaissances pratiques en ingénierie de survie applicables même aujourd'hui, des techniques que nos ancêtres ont affinées par nécessité, et non de simples concepts théoriques. Laissez également un commentaire indiquant votre lieu de visionnage. Je les examine tous et votre position géographique pourrait potentiellement inspirer le récit suivant. Maintenant, plongeons dans les événements qui se sont déroulés lorsque l'innovation a rencontré le désespoir dans les plaines glaciales du Dakota. Gunnar Vikland avait acquis sa concession de ferme d'environ 65 hectares en avril 1887, une époque où la prairie conservait encore un peu de verdure, et la brise semblait presque douce. Il avait payé des frais de dépôt de $12 et s'était engagé auprès du bureau foncier à construire une résidence et à cultiver la terre dans un délai de 5 ans, ce qui était des conditions standards. Ce qui déviait de la norme, cependant, était son plan pour cette habitation. Tandis que d'autres pionniers commençaient rapidement à abattre les rares peupliers deltoïdes qui bordaient le ruisseau lointain, transportant des rondins pour les murs de cabanes typiques, Gunnar examinait sa terre avec une perspective distincte. Il examinait méticuleusement l'exposition sud d'une douce pente, un endroit où la neige hivernale semblait fondre le plus tôt. Il creusa des trous exploratoires à différentes profondeurs, observant la transformation du sol, du limon sableux à l'argile compacte, puis à une strate de till glaciaire compressée à une profondeur d'environ 45 cm. Même à la fin de l'été, le sol était nettement plus frais au toucher. À environ 90 cm, la température était suffisamment basse pour conserver le beurre. À environ 1,8 m, la profondeur où il rencontra finalement le substrat rocheux, la température restait constante, indépendamment du soleil intense tout au-dessus. Harold Brenner, qui avait enduré 3 hivers du Dakota dans une solide cabane en rondin mesurant 3,66 sur 4,27 mètres, se rendit un après-midi à cheval pour examiner les étranges excavations que ses voisins avaient observées. Claude Brunner, observant les fosses d'exploration, demanda « Cherchez-vous de l'or » Dunner, parlant avec son accent anglais prononcé, répondit « Quelque chose de plus précieux ». Brunner fronça les sourcils. « Une température stable ? Vous voulez dire une cave à légumes ? Une habitation ?» Sa perplexité initiale se transforma rapidement en appréhension. « Vous avez l'intention de vivre sous terre » Gunnar, se redressant et essuyant la terre de ses mains, rétorqua. « Comme un animal ?» En Norvège, nous construisons des habitations à flanc de collines. Dans les régions du nord, avec de la pierre et de la terre, la maison de mon oncle restait chaude tout l'hiver, ne nécessitant que la moitié du bois de chauffage par rapport aux maisons en bois. Ce n'est pas la Norvège, déclara Brenner sans embâge. C'est le territoire du Dakota. Ici, nous érigeons de véritables cabanes pour les murs, un toit et un poêle efficaces, c'est ainsi que vivent les individus civilisés. Cependant, Gunnar avait terminé ses calculs, les rares ressources en bois nécessiteraient un transport sur une distance d'environ 9,66 km. Une cabane standard de dimension suffisante exigerait environ 80 rondins, chacun devant être coupé, transporté, entaillé et scellé.
Les espaces entre les rondins laisseraient la chaleur s'échapper à moins d'être impeccablement scellés, une tâche presque irréalisable au milieu des vents violents de la prairie. De plus, même les cabanes en rondins solidement construites qu'il avait observées dans la colonie exigeaient un rechargement continu de leurs unités de chauffage, consommant de vastes quantités de bois de chauffage précieux que les pionniers avaient du mal à collecter assez rapidement. Son habitation souterraine ne nécessiterait aucun rondin. Le flanc de la colline lui-même formerait 3 de ses murs. La température constante de la Terre, d'environ 7,2 à 10 degrés Celsius à une certaine profondeur, même pendant l'hiver le plus rigoureux, assurerait que ses besoins en chauffage seraient négligeables. Plutôt que de lutter pour exclure l'air à moins 34,4 degrés Celsius, il n'aurait qu'à élever la température interne de 7,2 degrés Celsius à un agréable 18,3 degrés Celsius. Cette différence de température était primordiale. Fin septembre, alors que les premières alertes au gel étaient émises, Gunner avait creusé une chambre s'étendant sur 4,88 mètres de profondeur dans le flanc de la colline, mesurant 3,66 mètres de large et 6,10 mètres de long. Le tunnel d'accès descendait en légère pente, s'étendant sur 2,44 mètres avant d'atteindre la zone de vie principale. Il avait renforcé le plafond à l'aide de traverses de chemin de fer récupérées, acquises à faible coût, auprès d'une équipe de travail qui avait mal évalué ses besoins. Celles-ci furent posées perpendiculairement, puis recouvertes de 0,61 mètres de terre compactée et de gazon. L'ensemble de la construction parut totalement irrationnel à tous ceux qui en furent témoins. Martin Kessler, un constructeur expérimenté responsable de l'érection de la moitié des structures d'Edgeley, prédit: ce toit cédera à la première chute de neige importante. Les traverses de chemin de fer ne sont pas conçues pour supporter de la terre. Il vous faut des chevrons appropriés et une pente de toit adéquate, intervint Brenner. Il va étouffer. Pas de fenêtre, pas de ventilation. Cette famille va respirer son propre air toxique. Au moment où Noël arriva, Gunner avait méticuleusement résolu le problème de la ventilation. Il avait installé 2 tuyaux en fer, chacun de 10,16 cm de diamètre, qui s'étendaient depuis la zone de vie principale, vers le haut, à travers le flanc de la colline jusqu'à l'extérieur. Un tuyau, positionné plus bas près de l'avant, servait à l'admission d'air, tandis qu'un autre, situé plus haut au plafond arrière, fonctionnait comme un échappement, générant ainsi un courant de convection naturelle. La différence de température entre l'air intérieur plus chaud et l'atmosphère extérieure plus froide faciliterait le mouvement de l'air sans nécessité d'aide mécanique. Cependant, lorsqu'il tenta de clarifier cela à ses détracteurs, ils s'en moquèrent, le jugeant absurde. Croyez-vous sincèrement qu'une paire de conduits de ventilation maintiendra l'air respirable pour 4 personnes? Kessler ricana. Wickland, vous finirez par causer la perte de votre famille juste pour économiser quelques euros sur le bois. Astrid Wickland resta silencieuse pendant toutes ces disputes. Pourtant, Gunner observait l'appréhension dans son regard chaque soir. Leurs enfants, Ingrid, 6 ans, et Henrik, 4 ans, étaient trop jeunes pour en comprendre la raison. Leur nouvelle habitation ressemblait à une cavité souterraine, tandis que leurs voisins résidaient dans des maisons conventionnelles avec fenêtres et vérandas d'entrée. À la mi-octobre, la construction étant achevée, la nouvelle s'était répandue dans la région. Des familles parcouraient de nombreux kilomètres pour voir le tunnel des excentriques norvégiens. Certains exprimaient une sincère appréhension. La majorité, cependant, se moquait. Le superviseur municipal, Cyrus Whitmore, ancien capitaine de l'armée de l'Union, se présenta avec un responsable de la santé régionale pour évaluer si la résidence satisfaisait aux exigences fondamentales de vie. Monsieur Wickland, commença Whitmore, posté à l'entrée et regardant dans le passage sombre. Pendant le conflit, j'ai observé des fortifications de campagne et des abris d'hiver. C'étaient des refuges provisoires pour des hommes en détresse, pas des habitations convenables pour des familles. Ceci, dit-il en désignant l'entrée recouverte de terre, est impropre à l'habitation. C'est renforcé, affirma Gunner, avec des traverses de chemin de fer tous les 40 cm. Le sol argileux est compacté et très stable. C'est un piège mortel, déclara l'inspecteur sans détour. Que se passe-t-il lorsque vous allumez un poêle à l'intérieur? Le monoxyde de carbone s'accumulera. Votre famille suffoquera pendant son sommeil. Gunner présenta les conduits de ventilation. Il expliqua le principe de la convection, illustrant comment l'entrée aspirait l'air pur. En allumant une bougie à proximité, la flamme se courba vers l'intérieur, attirée par le courant. L'inspecteur resta impassible. Je conseille que cette demande soit invalidée. Tant qu'un logement approprié n'est pas établi, vous avez jusqu'au printemps pour construire une habitation décente, où vos droits de propriété seront annulés. C'était un décret sévère, mais pas entièrement imprévu. Gunner avait une dernière stratégie, l'hiver lui-même. Il demanda une période d'essai, permettant à sa famille de résider dans l'abri pendant un seul mois.
Si des problèmes de santé survenaient, il céderait et construirait une maison conventionnelle au printemps. Whitmore y réfléchit, l'appel était inhabituel, mais forcer une famille à quitter son habitation, aussi particulière soit-elle, avant l'hiver semblait cruel, même selon les normes des pionniers. Un mois, consentit Whitmore. Nous inspecterons votre situation après Thanksgiving. S'il y a le moindre signe de maladie, la moindre difficulté, vous serez expulsé. Gunner lui serra la main. Vous verrez que la Terre offre la meilleure isolation, créée par Dieu. Alors que Whitmore et le fonctionnaire partaient, Gunner entendit la voix de Branner résonner dans les plaines. Donnez-leur 2 semaines avant qu'ils ne supplient pour de l'aide. Personne ne vit sous terre de cette manière. C'est contre nature. À l'intérieur de la résidence souterraine, les circonstances réelles divergeaient considérablement des visions effroyables que les voisins conjuraient. La chambre principale, une fois que Gunner eut achevé les tâches d'intérieur, semblait remarquablement spacieuse. Le plafond, construit avec des traverses de chemin de fer, atteignait une hauteur de 2,1 mètres à son sommet, suffisamment haut pour que Gunner, qui mesurait 1,78 mètres, puisse se tenir complètement droit. Les murs, sculptés directement dans l'argile épaisse et les sédiments glaciaires, étaient lissés à la truelle, puis recouverts d'une fine couche de plâtre de chaux. Ce plâtre, renforcé de fibres d'herbe des prairies pour sa cohésion, n'était pas seulement une décision esthétique, il remplissait 3 rôles, principalement celui d'empêcher le sol de s'éroder constamment. De plus, il empêchait la salissure des espaces de vie, conférait une subtile propriété réfléchissante améliorant l'efficacité de la lumière des bougies et, de manière cruciale, établissait un bouclier impénétrable. Cette barrière protégeait contre la pénétration de l'humidité, car la terre argileuse, malgré sa stabilité, pouvait libérer de l'humidité face à d'importantes variations de température. Le plâtre de chaux résolvait efficacement ce problème. Gunner avait divisé la zone en sections fonctionnelles distinctes, le tiers avant, le plus proche de l'entrée, servait à la fois de cuisine et d'espace commun. Dans cette zone, il avait construit un modeste poêle en maçonnerie, optant pour un modèle compact plutôt que le grand appareil de style russe préféré par certains autres colons. Il avait acquis ce design d'un voisin suédois lors de son séjour en Norvège. Le foyer ne mesurait que 46 cm², pourtant le conduit de fumée montait à travers la colline par un chemin sinueux, et non par un conduit vertical direct. Cette particularité était ce qui perplexait le plus les observateurs en visite. « Pourquoi feriez-vous une cheminée en zigzag » avait demandé Kessler en voyant les plans, affirmant « Vous allez provoquer un refoulement ». Il soutenait que cela entraverait le tirage, déclarant que les conduits devraient être droits pour une performance optimale. Cependant, Gunner possédait une compréhension du transfert thermique que la majorité des constructeurs de la frontière ignoraient. Une cheminée verticale expulse la chaleur rapidement, permettant à toute cette précieuse énergie thermique de s'échapper vers le haut et d'être gaspillée. En revanche, un passage sinueux, où le conduit serpentait à travers le sol, et le matériau substantiel au-dessus de l'habitation, permettait à la pierre et à l'argile entourant la cheminée d'absorber la chaleur rayonnante. Cette chaleur se transférait ensuite progressivement dans l'espace de vie en dessous et la terre au-dessus. Cela générait un effet de chauffage soutenu longtemps après l'extinction des flammes. Le parcours de la cheminée s'étendait sur 3,7 mètres à travers le sol avant de finalement refaire surface. Selon les estimations de Gunner, environ 40% de la production thermique du poêle était retenue par cette masse thermique, au lieu de se dissiper dans l'air ambiant. Dans une habitation standard, cette proportion était plus proche de 10%. Le tiers central de la chambre servait de zone de couchage. Gunner avait construit 2 plateformes de couchage rudimentaires en bois brut, une pour lui et Astrid, et une autre pour les enfants. Sous ces structures, il avait creusé de légères dépressions. Il les avait ensuite remplies de pierres de rivière, chacune de la taille d'un poing fermé. Au début, Astrid avait trouvé ce concept étrange. Pourquoi des pierres sous nos lits ? Avait-elle demandé en norvégien, la langue qu'il continuait de parler à la maison. Pour la rétention thermique, avait clarifié Gunner. Quand le poêle fonctionne le soir, l'air chaud circulera sous les plateformes. Les pierres absorberont cette chaleur et la restitueront progressivement. De cette façon, nous n'aurons pas à entretenir le feu toute la nuit. C'était une technique qu'il avait apprise du gamme de son oncle en Finnmark. Dans cette région, où les hivers étaient prolongés, sombres et rigoureux pendant de nombreux mois, les anciens locaux avaient perfectionné le chauffage par masse thermique au fil des générations. Il comprenait que la pierre, une fois chauffée, restituerait sa chaleur avec une extrême lenteur. Par conséquent, un seul feu de soirée pouvait maintenir une température confortable dans un abri de terre correctement construit jusqu'à l'aube. Le dernier tiers de la chambre, à l'arrière, était destiné au stockage. Dans un espace de travail compact, des niches sculptées directement dans les murs de terre abritaient des aliments conservés, des provisions déshydratées et divers outils,
la température constamment basse à cet endroit ne dépassait jamais 10 degrés Celsius, même lorsque l'espace de vie principal atteignait 18-19 degrés Celsius, ce qui le rendait parfait pour conserver les aliments frais. Cependant, l'aspect le plus ingénieux était quelque chose d'invisible, la configuration de l'entrée. De nombreux observateurs supposaient que le point d'accès du tunnel n'était qu'un simple couloir incliné reliant l'intérieur à l'extérieur. Ils avaient négligé un élément vital. Gunner avait conçu un système à double porte, avec une petite antichambre entre les deux, formant en fait un sas. La porte extérieure, construite à partir de solides planches de pin et recouverte d'une toile tendue pour bloquer les courants d'air, menait à un compartiment compact à peine assez spacieux pour qu'une seule personne puisse s'y tenir debout. À environ 0,9 mètres plus loin, une deuxième porte, plus légère mais hermétiquement scellée, s'ouvrait sur l'espace de vie principal. Cette petite entrée fonctionnait comme une barrière thermique. Lorsqu'une personne entrait de l'extérieur, l'air glacial qu'elle transportait était contenu dans cette zone confinée. Au moment où elle passait la porte intérieure, le froid avait en grande partie diminué, ayant été réchauffé par le contact avec les murs de terre environnants. Par conséquent, la perte de chaleur de la pièce principale était négligeable. De plus, Gunner avait situé tout le point d'entrée sur le versant sud-est de la colline, une direction qui captait le plus de soleil hivernal. Même les faibles rayons de décembre réchauffaient la zone de la porte extérieure, réduisant ainsi la différence de température et rendant l'entrée et la sortie moins désagréables pour les occupants. Les conduits de ventilation, qui avaient suscité de nombreuses critiques, étaient placés avec une précision comparable. L'ouverture du tuyau d'admission était au niveau du sol, à environ 4,5 mètres de l'entrée, dans un endroit où une forte accumulation de neige était improbable. Son ouverture était protégée par une fine grille métallique pour dissuader les rongeurs et était inclinée vers le bas, empêchant l'eau de pluie et la neige fondue de s'écouler à l'intérieur. Le conduit s'étendait horizontalement sur quelques mètres, avant de descendre dans la partie avant de la chambre, près du sol. Le tuyau de sortie provenait de la partie arrière du plafond, qui était l'endroit le plus chaud de la chambre, en raison de la chaleur montant du poêle et des zones habitées. Il montait verticalement à travers 2,4 mètres de terre, faisant surface au sommet de la colline, où il était protégé par un simple couvercle en bois qui permettait à l'air de s'échapper, tout en empêchant les précipitations d'entrer. La physique sous-jacente était ingénieuse. L'air chaud et stagnant montait naturellement et s'échappait par le conduit arrière, générant une légère pression négative qui aspirait de l'air frais et froid par l'entrée avant. Cet air froid entrant pénétrait à un niveau bas, se réchauffant progressivement en traversant le sol, et au moment où il atteignait le niveau de respiration, il s'était mélangé à l'air ambiant plus chaud. Il n'y avait pas de courant d'air, pas de zone froide, seulement un flux d'air constant et doux. Fin octobre, la famille s'était installée avec ses humbles possessions, une table en bois compact, 4 chaises, de la literie, des ustensiles de cuisine, et le bien le plus précieux d'Astrid, une cuisinière en fonte que Gunner avait réussi à intégrer dans sa construction de foyer en briques. La surface supérieure du poêle s'étendait dans l'espace de vie, permettant les activités culinaires, tandis que le foyer lui-même était encastré dans la pierre et la terre, offrant une masse thermique. Lors de leur première nuit passée là, la température extérieure était tombée à environ -8 degrés Celsius. À la tombée de la nuit, Gunner alluma un petit feu, peut-être 3 morceaux de peuplier fendu, qui brûla constamment pendant 2 heures. Au moment où ils éteignirent le feu pour la nuit, la pièce était agréablement chaude, presque douillette. Au matin, Henrik fut le premier à se réveiller et demanda aussitôt à son père « Pourquoi il ne fait pas froid ?» Gunner vérifia le thermomètre extérieur qu'il avait placé juste devant l'entrée, qui affichait -11 degrés Celsius. Il estima que la température intérieure était encore d'environ 14 degrés Celsius. La masse thermique avait fonctionné exactement comme prévu, libérant progressivement sa chaleur accumulée tout au long de la nuit. Astrid, qui avait enduré l'hiver précédent dans une habitation louée et pleine de courants d'air à Edgeley, trouvait cela presque incroyable. « Je peux voir ma respiration dehors », remarqua-t-elle, en regardant à travers la porte extérieure légèrement ouverte. « Mais ici, je suis à l'aise avec juste un châle. »« C'est la terre, » murmura Gunner, toujours à 10 degrés Celsius. Nous ajoutons juste un peu pour que ce soit parfait. Cependant, le simple confort ne suffisait pas à convaincre les sceptiques. Ils exigeaient des preuves de résistance lors de véritables situations d'urgence. Et une urgence approchait effectivement, comme le rapportait le bureau du Service météorologique national de Bismarck, qui surveillait un important front froid avançant vers le sud depuis le Canada. Début novembre, les météorologues prévoyaient l'hiver le plus rigoureux jamais enregistré dans l'histoire du Dakota. Le mercure pourrait chuter à -40 degrés Celsius ou même plus bas.
La peau exposée subirait des engelures en quelques minutes, les animaux de ferme périraient, et toute personne dont l'habitation ne parviendrait pas à maintenir une chaleur suffisante ferait face à un péril mortel. Gunner prit connaissance de ces alertes au magasin général d'Edgeley, où il entendit également les moqueries renouvelées. « Ce Norvégien stupide est-il toujours terré » demanda quelqu'un au commerçant. « À ma connaissance, » fut la réponse. « Attendez juste Noël, il sortira, désespéré d'un abri décent. » Gunner acheta ses provisions, du kérosène, de la farine et du porc salé. Il resta silencieux. Cependant, alors qu'il chevauchait à travers les plaines glacées, il ressentit un frisson qui n'était pas né de l'incertitude, il avait fait les calculs. Il avait adhéré à des méthodes validées depuis des siècles en Scandinavie. Il avait construit avec précision et considération, mais sa construction était-elle adéquate? Les connaissances ancestrales pouvaient-elles vraiment prévaloir lorsque les températures chutaient à des niveaux mortels? Avant de découvrir la réponse, s'il vous plaît, faites-moi une faveur et appuyez sur ce bouton j'aime. Si vous êtes captivé par ce récit, et assurez-vous d'être abonné. Le moment critique est imminent, et les événements ultérieurs confirmeront ou invalideront tout ce que Gunner tenait pour vrai. Partagez vos réflexions ci-dessous. Avez-vous déjà eu besoin de défendre un concept que d'autres jugeaient absurde? Je lis chaque commentaire. Vers la mi-novembre, le temps s'était stabilisé dans un froid constant, avec des pics diurnes d'environ -12 degrés Celsius et des minima nocturnes tombant à environ -21 degrés Celsius. Sans aucun doute rigoureux, mais toujours gérable. Les colons voisins consommaient du bois à un rythme constant, leur chauffage flambant du lever au coucher du soleil. L'habitation souterraine de Gunner, cependant, n'avait besoin que d'un modeste feu de soirée, actif pendant 2 à 3 heures, utilisant peut-être 1/8 de la quantité de bois que ses voisins dépensaient chaque jour. L'efficacité remarquable, plutôt que d'inspirer l'admiration, a plutôt suscité la méfiance. C'est contre nature, proclama le révérend Morton Sibley, qui officiait auprès de la congrégation méthodiste. Il était venu évaluer le bien-être spirituel de la famille Wickland dans le district et était reparti profondément troublé. Dieu nous a fourni des arbres pour la construction et le chauffage. S'enfouir dans le sol comme des taupes indique un manque de foi en la providence divine. Astrid, qui avait assidûment fréquenté l'église depuis son arrivée, réagit sur la défensive. Nous utilisons du bois, fit-elle remarquer, juste en plus petite quantité. L'efficacité est-elle un péché? C'est le principe sous-jacent, soutint Sibley. L'humanité a reçu autorité sur la nature, non, l'instruction de se cacher sous elle. Vos enfants devraient connaître la lumière du soleil, respirer l'air pur et mener leur vie comme le font les chrétiens, pas comme. Il marqua une pause, réticent à achever l'analogie. Pas comme des animaux, conclut Gunner pour lui, d'un ton discret mais résolu. Révérend, avec tout le respect que je vous dois, nous sommes à l'aise. Mes enfants sont en bonne santé. Nous consommons moins de bois, ce qui signifie que nous préservons davantage les arbres de Dieu. Je ne vois aucune transgression à cela. Sibley partit mécontent, et le dimanche suivant, son homélie aurait abordé l'importance d'adhérer aux normes chrétiennes raffinées au lieu de régresser vers la vénération païenne de la terre. Les Norvégiens ne furent jamais explicitement nommés, mais le message sous-jacent était suffisamment évident pour qu'Astrid cesse d'aller à l'église. L'ostracisme social qui en résulta lui causa plus de douleur qu'elle ne le laissait paraître. Dans sa communauté norvégienne natale, de telles approches novatrices auraient été débattues, discutées, peut-être adoptées ou adaptées. Ici, cela fut simplement dénoncé comme une particularité étrangère, quelque chose à ridiculiser et à fuir. Les critiques techniques devinrent également plus sévères. Martin Kessler, un constructeur expérimenté, amena 2 associés pour examiner l'habitation souterraine fin novembre. Ils examinèrent minutieusement les supports en traverse de chemin de fer, évaluèrent l'enduit à la chaux, cartographièrent le parcours sinueux du conduit de fumée et analysèrent le système de circulation d'air. Leur verdict, présenté à l'Assemblée municipale la semaine suivante, fut dévastateur. La construction est intrinsèquement instable. Les traverses de chemin de fer sont insuffisamment conçues pour résister à la pression latérale du sol qu'elles supportent. Je prévois une probabilité de 60% d'effondrement d'ici la fonte des neiges printanières, lorsque la pénétration de l'eau diminuera la capacité portante du sol adjacent. L'échange d'air est insuffisant pour 4 résidents, un simple calcul de volume indique qu'il nécessite le triple du taux de circulation d'air actuel. De plus, l'appareil de chauffage, bien qu'admissiblement efficace parfois modéré, échouera complètement lorsque les températures chuteront à des niveaux extrêmes. Le foyer compact est incapable de produire suffisamment d'énergie thermique pour maintenir des températures intérieures habitables, à -34 degrés Celsius ou moins. Cyrus Whitmore,
Le superviseur municipal considéra ces découvertes avec gravité. Il fit un appel ultérieur à la résidence Vicklan, accompagné cette fois du docteur Samuel Pruitt, le médecin de district qui s'occupait de la région. « Je ne suis pas ici pour vous dénoncer », commença Whitmore, positionné dans l'espace de vie principal, et observant son environnement avec une appréhension évidente. Cependant, je dois m'assurer que vous comprenez le danger. L'évaluation de Kessler indique que cette habitation pourrait s'effondrer si les températures prévues se concrétisent. Le bureau météorologique se trompe rarement sur de telles questions. Vous pourriez être en réel péril, répondit Gunner, nous avons déjà pris cela en considération. Cependant, je doute que Kessler comprenne la pression au sol. Les traverses de chemin de fer sont conçues pour supporter la voie et des charges de trains entiers, soit plusieurs tonnes par 0,3 mètres. Ici, elles ne supportent que 0,6 mètres de terre compactée, peut-être 976 kg par mètre carré. Elles ne céderont pas. Et qu'en est-il du chauffage ? Demanda le docteur Pruitt. Ma principale préoccupation n'est pas l'intégrité du bâtiment, mais plutôt l'hypothermie. Les enfants sont particulièrement vulnérables si votre appareil de chauffage ne peut maintenir cette zone au-dessus de 10 degrés Celsius. Par grand froid, nous risquons des engelures, ou peut-être quelque chose de plus grave. Gunner désigna la chambre environnante. Le sol lui-même reste constamment entre 7 et 10 degrés Celsius. Nous avons pris des mesures. Même si mon unité de chauffage tombe complètement en panne, nous serons toujours plus chauds que l'extérieur de 50 degrés Celsius. Dans une habitation conventionnelle, si le poêle tombe en panne, la température interne s'aligne sur l'externe en 2 heures. Dans cet espace, la température ne descend jamais en dessous de celle de la Terre. C'est une hypothèse intrigante. Remarqua Pruitt avec prudence, mais les hypothèses n'assurent pas la survie des enfants. Soyons clairs, si nous recevons des signalements de maladie, ou si vos enfants présentent des symptômes d'exposition, je les retirerai. Le conseil local a le pouvoir de protéger les mineurs. C'était un avertissement implicite, risquez de perdre vos enfants au profit des services sociaux si les circonstances semblent périlleuses. La main d'Astrid chercha celle de Gunner, la serrant fermement. Tous deux comprirent la gravité de la situation. Une fois les autorités parties, les voisins se sentirent encouragés à exprimer leur propre point de vue. Harold Brenner, dont l'habitation traditionnelle était située à seulement 1,6 km, leur rendit visite, présentant ce qu'il appela une proposition magnanime. « Écoutez, Vicklan, je reconnais que vous avez investi des efforts dans cette entreprise, déclara-t-il, restant à l'extérieur de l'entrée au lieu d'entrée. Mais il n'est pas trop tard pour passer l'hiver avec nous. Ma cabane est bien isolée et mon système de chauffage est efficace. De plus, nous avons amplement d'espace. Amenez votre famille. Vous pourrez présenter tous les arguments que vous voudrez au printemps, mais ne mettez pas en péril votre conjoint et vos enfants par obstination. Nous ne sommes pas en péril, matin Gunner. Vous ne pouvez pas en être certain, rétorqua Brenner. Aucun de nous ne le peut, car aucune personne saine d'esprit n'essaie de vivre de cette manière. Il y a une raison pour laquelle les habitations ont des ouvertures, Gunner, l'éclairage, la ventilation, un lien avec le monde extérieur. Vous avez enterré votre famille dans un sépulcre, et vous appelez cela une innovation ? Même les jeunes ont été confrontés à l'exclusion. La jeune Ingrid, qui socialisait parfois avec les enfants Brenner, lorsque les conditions climatiques le permettaient, a rapporté que les autres fillettes avaient reçu l'ordre de ne plus fréquenter l'habitation souterraine. Henrik, trop jeune pour saisir entièrement la situation, demanda à sa mère pourquoi leur résidence provoquait la colère des autres. « Ce n'est pas le cas », répondit doucement Astrid, bien que son ton fît tendu. « Ils sont simplement appréhensifs face à ce qui est inconnu. » Pourtant, en privé, elle confessa ses propres anxiétés à Gunner. « Et s'ils avaient raison ?» murmura-t-elle un soir alors qu'ils étaient allongés dans leur espace de couchage surélevé, la chambre sombre à l'exception de la subtile luminescence émanant de la chambre de combustion amortie du poêle. « Et si nous agissions imprudemment ? Toutes nos connaissances collectives indiquent que les individus habitent des structures avec des enceintes solides. Et les toits et les fenêtres, peut-être y a-t-il une logique derrière cela. » Le dîner est resté silencieux pendant une longue période. Par la suite, dans le Finnmark, le gamme de mon oncle a abrité 3 générations. En Islande, les maisons en tourbe ont perduré pendant des siècles. Dans certaines régions de Chine, des millions de personnes habitent des résidences troglodytes yaodon, sculptées dans une terre fertile. Celles-ci sont douillettes en hiver et rafraîchissantes en été. De plus, elles perdurent pendant des générations. Ce concept n'est pas nouveau. Astrid pense qu'il est simplement nouveau dans cette région, où les gens ont perdu le contact. Cependant, a-t-elle fait remarquer, ce sont des endroits distincts, avec des climats variés et des populations diverses, a doucement interrompu Gunner.
Peut-être, ou peut-être simplement des individus qui se souviennent de méthodes efficaces. Il comprenait son appréhension. Adhérer à la tradition était une chose, quand toute votre communauté l'approuvait, mais c'en était une autre de faire face aux doutes collectifs dans l'isolement. Néanmoins, il avait fait les calculs. Il avait étudié les principes sous-jacents et, surtout, il avait expérimenté les résultats, un confort constant avec une consommation de carburant réduite et une température constante. L'air restait sec, même avec la terre environnante. La base scientifique était solide, et bientôt, la nature elle-même offrirait une validation. Cela s'est produit le 3 décembre 1887. Le premier véritable front froid arctique a fait son apparition. Pendant la nuit, les températures ont chuté d'environ -9 degrés Celsius à environ -30 degrés Celsius. Le vent hurlait à travers les plaines à des vitesses continues d'environ 48 km/h, générant des facteurs de refroidissement éolien comparables à environ -46 degrés Celsius, ou même plus sévères. Dans la colonie, le thermomètre du magasin général, qui servait de poste météorologique officiel pour la région, a enregistré environ -31 degrés Celsius. Avant midi, 2 colons résidant à la limite nord du territoire auraient succombé au froid dans leurs habitations mal isolées. Leurs poêles de chauffage ayant cessé de fonctionner pendant la nuit, chaque foyer de la région s'est rassemblé près de feux flamboyants, consommant du bois à un rythme insoutenable, uniquement pour maintenir les températures intérieures au-dessus d'environ 4 degrés Celsius. La cabane de Harold Brenner, malgré ses affirmations concernant son isolation supérieure, est tombée à environ 3 degrés Celsius à l'aube. Même si le poêle avait été continuellement alimenté toute la nuit, sa famille s'est réveillée pour trouver des cristaux de glace sur les murs intérieurs, formés par leur souffle condensé et gelé. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'habitation souterraine, située sous environ 0,6 mètres de terre et de tourbe, et isolée par la masse thermique stable inhérente à la Terre, la famille Viklan a profité d'un sommeil réparateur. Gunnar avait allumé le poêle au crépuscule, maintenant à feu un peu plus important que d'habitude, consommant peut-être 5 bûches sur une période de 3 heures. Au moment de dormir, la pièce affichait environ 18 degrés Celsius. Selon son thermomètre, au matin, la température avait diminué à environ 13 degrés Celsius, mais elle restait suffisamment chaude pour que les enfants dorment sans être dérangés. C'était encore bien au-dessus du point de danger critique. Lorsque Gunnar est sorti pour vérifier la température extérieure et a découvert environ -31 degrés Celsius, il a ressenti une telle vague de soulagement intense que ses genoux ont failli céder. Cela avait réussi, malgré la dérision, les objections techniques et les prévisions d'effondrement total. Cela s'était avéré efficace, mais cela ne représentait que l'essai initial. La véritable urgence approchait encore, prenant de l'ampleur dans les étendues glacées de l'Arctique canadien, se préparant à se déplacer vers le sud avec un froid si intense qu'il modifierait fondamentalement la définition de la survie à travers les plaines du Dakota, et à son arrivée, la distinction entre le plan non conventionnel de Gunnar et les pratiques acceptées se transformerait en une question de survie. La violente tempête de neige qui a frappé le 18 décembre 1887 a ensuite été documentée dans les registres météorologiques, comme l'un des événements météorologiques arctiques les plus rigoureux de l'histoire du territoire du Dakota. Elle a commencé par une tranquillité trompeuse, une matinée sans nuages, avec des températures avoisinant les -26 degrés Celsius. L'air était si immobile que la fumée des cheminées montait verticalement, ressemblant à des colonnes. À midi, le vent avait commencé. À 14 heures, la visibilité avait complètement disparu, et à la tombée de la nuit, le thermomètre du magasin général d'Edgeley indiquait une lecture de -39 degrés Celsius, avec de la neige fouettée par le vent, générant des circonstances que la presse locale qualifierait plus tard d'inappropriées à la survie des mammifères. Gunnar avait passé la matinée à ramasser du bois de chauffage dans sa petite pile située près de l'entrée. Il avait préparé du petit bois supplémentaire et l'avait transporté à l'intérieur pour le faire sécher près du poêle. Alors que le vent commençait à s'intensifier de manière menaçante, il comprit ce qui approchait. Les schémas météorologiques locaux suivaient de progressions prévisibles, et cette progression particulière signifiait une catastrophe. « Nous restons à l'intérieur », informa-t-il Astrid et les enfants, quoi qu'il arrive. Même le bétail devait être vérifié. Il possédait 3 poulets logés dans un enclos compact creusé dans le flanc de la colline, près de l'entrée principale, essentiellement une réplique miniature de leur habitation souterraine, complète avec son isolation naturelle en terre. Les poulets ont protection et subsistance, ils survivront ou non. Nous ne mettons pas notre sécurité en péril en sortant. À mesure que l'après-midi avançait, la tempête atteignait son intensité maximale. Le vent hurlait à travers les plaines avec une telle puissance que Gunnar pouvait percevoir de subtils tremblements à travers le sol même. La pente de la colline vibrait sous l'assaut météorologique. La porte d'entrée extérieure,
bien que protégé dans sa niche encastrée, claquait contre son cadre. La neige découvrait de minuscules ouvertures et s'infiltrait comme une fine poussière, s'accumulant dans l'antichambre. Cependant, à l'intérieur de la pièce de vie principale, l'environnement restait remarquablement stable. Gunner alluma le poêle à 17 heures, utilisant le petit bois desséché et ajoutant progressivement de plus gros morceaux de peuplier fondu. Les flammes brûlaient intensément et rapidement, la cheminée sinueuse tirant efficacement malgré les rafales turbulentes à l'extérieur. Le matériau en terre recouvrant le conduit de cheminée le protégeait des courants descendants et maintenait une pression de ventilation constante. À 19 heures, après 2 heures de combustion, la température de la pièce avait atteint 19 degrés Celsius. Gunner réduisit l'intensité du poêle à une douce lueur, permettant à la chaleur accumulée de faire son œuvre. Les enfants, étonnamment, percevaient la tempête de neige comme une escapade excitante plutôt que comme une urgence. Henrik construisait des formations complexes avec des blocs de bois sur le sol, tandis qu'Ingrid aidait sa mère à préparer un modeste repas du soir, composé de porc salé, de haricots et de pain de maïs cuit sur la plaque. La nature ordinaire de la scène, des enfants jouant, une famille partageant un repas ensemble, avec la chaude lumière de la lampe brillant sur les murs blanchis à la chaux, présentait une juxtaposition bizarre aux circonstances mortelles qui faisaient rage à l'extérieur. « Papa » demanda Ingrid pendant le repas du soir. « Pourrions-nous détecter le vent » Gunner marqua une pause, se concentrant. Un son émergea, un grondement lointain et étouffé, rappelant les vagues de la mer entendues du plus profond de la terre, mais il était incroyablement faible, si fortement atténué par la terre sous-jacente qu'il en devenait presque intangible. Juste un murmure, remarqua-t-il, le sol offre une excellente isolation. Ingrid acquiesça, satisfaite, et reprit son repas. Cependant, l'esprit de Gunner vagabonda vers ses voisins, en particulier la demeure de Harold Branner. Ses murs en bois et son toit de tuiles subiraient de plein fouet la force de cette tempête. Même des rondins méticuleusement scellés laissaient l'air pénétrer sous une telle pression. La tempête exploiterait chaque minuscule interstice, poussant des courants glaciaux à l'intérieur et extrayant la chaleur avec une efficacité implacable. Branner consommerait sans aucun doute du bois de chauffage, aussi vite qu'il pourrait l'approvisionner, luttant pour maintenir la température de sa famille au-dessus du point de congélation. La résidence Kessler en ville connaîtrait une situation légèrement améliorée, les propriétés adjacentes offrant un certain abri contre le vent. Néanmoins, il resterait sensible aux principes fondamentaux du transfert de chaleur par convection. Alors que l'air plus chaud montait à l'intérieur de la demeure, l'air plus froid s'infiltrerait par le bas, établissant un schéma de circulation qui épuisait perpétuellement l'énergie thermique. On pourrait contrer cela avec un foyer ardent, mais la victoire était impossible lorsque la température extérieure affichait moins 39 degrés Celsius et continuait de chuter vers 22 heures. Gunner vérifia la température interne du compartiment, 16 degrés Celsius, une baisse de 3 degrés par rapport à son maximum, mais toujours agréablement chaud. La masse thermique, y compris la cheminée en pierre, le sol réchauffé au-dessus de l'habitation, les traverses de chemins de fer chauffés et l'argile adjacente émettaient toute leur énergie accumulée précisément comme prévu. La maisonnée se préparait au sommeil. Astrid enveloppa les jeunes dans leurs vêtements de nuit et les installa dans leur espace de couchage commun surélevé. Sous eux, les galets de rivière que Gunner avait placés dans la cavité sous le lit avaient absorbé la chaleur de la circulation thermique du soir. Ceux-ci continueraient à émettre de la chaleur vers le haut à travers les lattes de bois pendant plusieurs heures. « Sommes-nous en sécurité, papa » demanda Henrik d'une voix ensommeillée. « Extrêmement en sécurité » le rassura Gunner. « Le sol nous protège. Repose-toi maintenant. » À minuit, lorsque Gunner effectua sa dernière inspection avant de se retirer, la température interne s'était stabilisée à 14 degrés Celsius. À l'extérieur, selon les données ultérieures du bureau météorologique, elle avait chuté à moins 41 degrés Celsius, le facteur de refroidissement éolien abaissant la température ressentie à moins 57 degrés Celsius, voire plus bas. La peau non protégée se solidifierait en moins d'une minute et demie. La disparité était stupéfiante, 55 degrés Celsius séparaient les conditions extérieures mortelles de l'environnement intérieur agréable. Ceci était maintenu par un seul feu de 2 heures et l'inertie thermique inhérente de la Terre elle-même. Gunner s'allongea dans son lit à côté d'Astrid, attentif au son tempétueux et étouffé au-dessus. Ses pensées se tournèrent vers la dérision, les prévisions d'effondrement, les avertissements des autorités et des habitants. Il se rappela l'évaluation de Kessler, qui affirmait que l'appareil de chauffage échouerait complètement par grand froid. Par la suite, il contempla la réalité simple et raffinée de la situation actuelle, la Terre, réchauffée par la chaleur intrinsèque du noyau de la planète. Étant isolée des fluctuations de température extrêmes de l'atmosphère, une température de base constante était maintenue.
Sa petite unité de chauffage n'avait pas besoin de réchauffer l'espace de moins 40,6 degrés Celsius jusqu'à 18,3 degrés Celsius, ce qui aurait été un exploit impossible. Il lui suffisait d'élever la température de 10 degrés Celsius à 18,3 degrés Celsius, une différence de 8,3 degrés Celsius, une tâche sans effort. En revanche, les cabanes typiques devaient faire face à l'intégralité de la variation de température. Elles étaient contraintes de produire 18,3 degrés de chaleur quand la température extérieure était de moins 40,6 degrés Celsius, et même avec une consommation de carburant substantielle. De nombreuses habitations ne parvenaient pas à atteindre des températures intérieures confortables, et certaines auraient même du mal à maintenir des environnements habitables. La tempête de neige a persisté avec acharnement pendant 3 jours. Pendant toute cette période, personne ne s'est aventuré hors de son refuge. Les animaux de la ferme ont péri dans des granges et des enclos mal protégés, tandis que les réserves de bois de chauffage diminuaient à une vitesse inquiétante. De plus, dans diverses habitations de la région, les familles se sont rassemblées dans leurs lits sous toutes les couvertures disponibles, incapables de maintenir leurs espaces de vie au-dessus de 1,7 degrés Celsius, quelle que soit la quantité de bois qu'elles consommaient. Cependant, dans une habitation viking semi-enterrée, l'existence se déroulait presque normalement. Gunnar allumait ses feux du soir un peu plus longtemps que d'habitude, peut-être pendant 4 heures plutôt que 2, permettant à la masse thermique de maintenir la chaleur. La température intérieure n'est jamais descendue en dessous de 12,2 degrés Celsius. Les enfants jouaient, prenaient leur repas habituel et se reposaient paisiblement. Astra préparait du pain et réparait des vêtements, ils se sentaient à l'aise. Au 3e matin, le vent a finalement diminué. La température de l'air, cependant, est restée intensément glaciale. Il faisait moins 37,2 degrés Celsius au lever du soleil, pourtant le ciel dégagé indiquait que les conditions les plus rigoureuses étaient passées. Gunnar s'est aventuré par le tunnel d'entrée, se frayant un chemin à travers les congères, qui s'étaient accumulés dans l'antichambre, et est sorti dans un paysage radicalement transformé. La neige s'était accumulée en énormes bancs, certains atteignant des hauteurs de 3,7 mètres, où le vent les avait sculptés et déposés. La prairie s'étendait, blanche, intacte et totalement dépourvue de vie. Il n'y avait aucun mouvement, aucun bruit, seulement un soleil éblouissant, scintillant sur la neige infinie sous un ciel si intensément bleu qu'il était douloureux à regarder. Puis, au loin, émanant de l'habitation de Harold Brenner, il observa quelque chose qui lui serra les entrailles. Aucune fumée ne s'élevait de la cheminée. Gunnar avançait dans la neige qui lui arrivait aux cuisses, se dirigeant vers la résidence de Brenner, poussé par l'appréhension même si le froid mordant assaillait son visage découvert. Il avait enroulé une écharpe en laine sur sa bouche et son nez, pourtant même ainsi, chaque inspiration donnait l'impression d'aspirer des lames. À moins 37,2 degrés Celsius, l'atmosphère elle-même était une force hostile. L'entrée de la cabane était scellée par la glace. Gunnar la frappa à plusieurs reprises, appelant le nom de Brenner. Après un silence inquiétant, il détecta un mouvement lent et délibéré de l'intérieur. Finalement, la porte s'est ouverte en grinçant, révélant le visage de Harold Brenner, qui était pâle et fatigué. Sa voix, rauque, réussit à dire. Tu as réussi. Vous allez bien? Et votre famille? Le rire de Brenner était aigre. Nous sommes vivants, à peine. Entrez, si vous supportez le froid. En entrant dans la cabane, Gunnar comprit instantanément la situation. Même si un poêle était encore allumé, alimenté par les dernières bûches précieuses de Brenner, la température intérieure était étonnamment glaciale. Son souffle était clairement visible. De la glace s'était formée sur les murs intérieurs, où l'humidité de la respiration et de la préparation des repas s'était solidifiée. Les enfants Brenner étaient blottis dans leur lit, enfouis sous une pile de toutes les couvertures et manteaux que la famille possédait. Madame Brenner restait près du poêle, enveloppée dans une courte pointe. La main tremblante, Brenner, la voix dénuée d'espoir, expliqua. Nous avons épuisé notre réserve de bois hier soir. J'ai tout brûlé, ce matin, je coupais des meubles, même des chaises, et une petite table, simplement pour maintenir la chaleur du poêle. Nous ne pouvions pas le laisser s'éteindre complètement, dit-il en s'interrompant. Tous deux comprenaient que si le poêle cessait de brûler, l'intérieur de la cabane atteindrait rapidement la température extérieure. À moins 37,2 degrés Celsius, la cabane atteindrait cette température en 2 heures, ce qui signifierait une mort certaine. Gunnar observa un thermomètre fixé au mur, 1,1 degré Celsius, à peine au-dessus du point de congélation. Malgré le feu continu, combien de bois avez-vous consommé? Demanda Gunnar. Brenner désigna l'endroit vide où sa pile de bois se trouvait auparavant. Tout. 3 cordes entières ont disparu en 3 jours. Nous alimentions ce poêle toutes les 20 minutes, sans arrêt,
et pourtant nous n'arrivions pas à faire monter la température au-dessus de 4,4 degrés Celsius. Gunner fit un rapide calcul mental. 3 cordes équivalaient à environ 10,87 mètres cubes de bois empilés, soit environ 1360 kg de combustible, consommés sur 72 heures. Cela impliquait que Brunner avait brûlé environ 19 kg de bois par heure, chaque heure, simplement pour maintenir des températures proches du point de congélation. Je vous fournirai du bois, déclara Gunner, de ma réserve personnelle, suffisamment pour tenir jusqu'à ce que vous puissiez en abattre davantage. Brenner le regarda, stupéfait. Vous avez du bois en surplus? Nous consommons peut-être 0,45 mètres cubes en 3 jours. J'en ai en abondance, répondit Gunner. L'incrédulité gravée sur le visage de Brenner aurait été amusante dans une autre situation. 0,45 mètres cubes? Comment est-ce possible? Quelle a été la température la plus basse atteinte dans votre habitation? Il n'a pas fait froid, déclara Gunner simplement. Le minimum était de 12,2 degrés Celsius, tout à fait confortable pour dormir. Brenner s'effondra sur une chaise. Il était trop abasourdi pour prononcer un mot. Sa femme commença à pleurer, non pas de détresse, mais de pur soulagement à la perspective de bois de chauffage et de l'assurance de survie pour les 2 jours à venir. Alors que les habitants sortaient de leur refuge et évaluaient les dégâts, une tendance comparable devint apparente dans toute la région. La résidence de la famille Kessler en ville avait consommé près de 7,25 mètres cubes de bois. La famille Peterson, résidant dans une maison en tourbe, une habitation construite à partir de blocs empilés de gazon de prairie, généralement considérée comme offrant une isolation supérieure à celle des cabanes en rondins, s'en était tirée légèrement mieux, brûlant 5,44 mètres cubes. Cependant, leurs températures intérieures étaient néanmoins tombées à des niveaux périlleux. 2 foyers avaient connu des décès. Les Johansen pleuraient la perte de leur plus jeune enfant, un garçon de 3 ans, de ce que le docteur Pruitt a identifié comme une hypothermie aggravée par une pneumonie. La température corporelle interne de l'enfant avait chuté excessivement, pendant une période prolongée à l'intérieur de leur cabane insuffisamment chauffée. De plus, un vieux célibataire nommé Emil Sorensen, qui avait insisté pour endurer la tempête seul dans une cabane mal construite, fut découvert gelé à mort 4 jours après la fin du blizzard. Les données de survie se sont avérées sombres. Parmi les 23 fermes situées dans un rayon de 16 km d'Edgeley, 18 avaient enregistré des températures intérieures inférieures à 4,4 degrés Celsius à un moment donné pendant l'urgence, et 11 étaient tombées en dessous de 1,7 degrés Celsius. Fred a souffert d'engelures, 2 personnes ont péri, pourtant le tunnel du Norvégien fou a maintenu une température agréable en permanence. Après avoir effectué leur inspection de bien-être post-tempête, Cyrus Whitmore et le docteur Pruitt sont arrivés à la ferme des Viklands, s'attendant à trouver une famille en détresse. Ils s'attendaient à des urgences médicales potentielles, mais ont plutôt découvert les enfants jouant dehors dans la neige, les joues roses et en bonne santé. Alors qu'Astrid suspendait le linge pour le faire sécher à l'air libre dans l'atmosphère glaciale, une méthode scandinave habituelle, M. Vikland Whitmore commença à articuler ses pensées avec précision. « J'exige une explication pour ce qui s'est passé ici, votre famille semble épargnée. Notre district a connu 2 décès et de nombreux cas de maladies liées au froid. Malgré cela, vos enfants jouent. » Gunner les a accueillis dans la pièce principale, chauffée par un modeste feu de midi, et a présenté ses relevés de consommation de combustible. Il avait méticuleusement enregistré chaque bûche consommée. La consommation totale pendant l'urgence de 3 jours était de 42 morceaux de bois fendu, pesant chacun environ 3,6 kg, soit un total d'environ 152,4 kg. Briner, qui avait rejoint les autorités, avait consommé près de 9 fois cette quantité de combustible avec des résultats nettement moins bons. Comment? Demanda Brunner. Précisément comment? Le même front froid a affecté tout le monde. Votre appareil de chauffage n'est pas plus grand, votre chambre de combustion est plus compacte que la mienne. Quel détail m'échappe? Gunner leur a ensuite expliqué les principes scientifiques. Il parla délibérément pour faciliter la compréhension d'idées complexes. Le sol qui nous entoure maintient constamment une température de 10 degrés Celsius. C'est notre référence. Pas moins 40 degrés Celsius. Par conséquent, mon poêle n'a besoin d'augmenter la température que de 8,3 degrés Celsius pour atteindre un environnement confortable. Votre habitation commence à la température ambiante extérieure. Votre unité de chauffage doit élever la température de 41,7 degrés Celsius ou plus, ce qui est considérablement plus difficile, n'est-ce pas? Il a ensuite démontré le système de masse thermique et le conduit de fumée sinueux. Cela impliquait de retenir la chaleur dans la pierre et l'argile adjacente,
le réservoir de chaleur sous la zone de couchage et l'absence de mouvement d'air convectif qui affecte généralement les bâtiments standards. Chaque fois que le vent s'appuie contre un mur de cabane, poursuivit-il, il extrait la chaleur à travers le bois. Le bois agit comme un conducteur, bien qu'inefficace, mais il conduit tout de même. La terre, cependant, est un isolant. Elle ne transfère pas efficacement la chaleur, ainsi la chaleur reste contenue. Le docteur Pruitt a examiné les enfants, observant leur teint, auscultant leurs poumons et évaluant leur bien-être général. Il a déclaré « Il n'y a aucune indication de maladie. En fait, il semble plus robuste que la plupart des enfants que j'ai rencontrés cette semaine. Les conditions atmosphériques à l'intérieur de cet espace sont excellentes. J'avais des inquiétudes concernant un manque d'air frais, mais votre système d'aération fonctionne efficacement. » Whitmore a examiné attentivement le plafond fait de traverses de chemin de fer et les murs recouverts de plâtre à la chaux. Observant le mécanisme d'entrée méticuleusement conçu, son visage passa du doute à un sentiment d'admiration. « Ah, monsieur Vicklan, prononça-t-il. Finalement, je dois vous présenter mes excuses. Nous pensions que vous mettiez en péril l'existence de votre famille par une imprudence obstinée. Au lieu de cela, il hésita. Alors qu'il cherchait les mots justes, vous avez peut-être construit le refuge le plus sûr de la région. La justification aurait dû être gratifiante. Gunnar, en pensant à l'enfant Johansen et à l'aîné Emil Sorensen, ressentit une profonde tristesse. Il remarqua doucement, peut-être que moins de personnes auraient souffert si d'autres avaient prêté attention. La nouvelle se répandit rapidement. Dès la semaine suivante, des colons commencèrent à arriver au domaine de Vicklan, posant des questions, relevant des dimensions et examinant attentivement le plan. Martin Kessler, le constructeur qui avait prédit un effondrement désastreux, consacra un après-midi entier à inspecter l'édifice et à faire des observations. « J'ai commis une erreur », concéda franchement Kessler. « J'ai calculé la pression au sol, mais j'ai omis de prendre en compte les avantages thermiques. Mon attention était portée sur les points de défaillance potentiels, et j'ai négligé ce qui fonctionnait réellement. » Il marqua une pause, passant sa main sur le mur enduit de chaux. C'est une ingénierie ingénieuse, simple mais brillante. Les preuves observationnelles étaient irréfutables. Concernant la performance thermique, le minimum externe était de moins 40,6 degrés Celsius. Le minimum interne de l'habitation tunnel était de 12,2 degrés Celsius, tandis que la moyenne intérieure d'une cabane standard était de 2,2 degrés Celsius. Cela représentait un avantage différentiel de 10 degrés Celsius, soit 50% plus chaud par rapport au point de congélation. Concernant la consommation de combustible, la maison tunnel consommait 152,4 kg de bois sur 72 heures, soit 2,1 kg par heure. Une cabane typique, en revanche, consommait en moyenne 1270,1 kg de bois sur la même période de 72 heures, soit 17,7 kg par heure. Cela démontrait un gain d'efficacité de 8,3 fois moins de combustible pour un confort accru. En termes de résultats sanitaires, l'habitation tunnel ne signalait aucun cas de maladie, de blessure ou de détresse psychologique. La moyenne du district, cependant, montrait que 28% de la population souffrait d'affections liées à l'exposition. Les statistiques racontaient un récit convaincant que ni la dérision ni le doute ne pouvaient plus discréditer. Un savoir ancestral, autrefois considéré comme une ignorance rudimentaire, avait surpassé les méthodes de construction frontalière contemporaines. Sur chaque mesure quantifiable, le concept architectural enterré n'avait pas seulement résisté à la crise, il avait prospéré. Et à mesure que l'information se répandait au-delà de la localité, un phénomène extraordinaire commença, des individus se mirent à creuser. Fin janvier 1888, l'altération était frappante. Là où Gunnar Vicklan avait autrefois été isolé avec sa résidence tunnel apparemment excentrique, cette famille supplémentaire de la région avait maintenant commencé l'excavation de leur propre demeure souterraine. Les plans architecturaux différaient. Certains étaient intégrés dans des pentes naturelles, à l'instar de celui de Gunnar, tandis que d'autres impliquaient la construction de monticules de terre artificielle empilés contre les murs de cabanes standards. De plus, une poignée d'individus ambitieux entreprirent des constructions entièrement souterraines, avec seulement leur tunnel d'accès discernable depuis le niveau du sol. Harold Brenner comptait parmi ceux qui adoptèrent cette approche. Début février, il se présenta à l'entrée de Gunnar, portant un carnet rempli de schémas et de questions. « Je dois comprendre la trajectoire du conduit de fumée », déclara Brenner, sa dérision précédente ayant entièrement disparu. La configuration sinueuse, comment détermine-t-on les changements d'angle? Quelle quantité de masse thermique est la plus efficace? Cet après-midi-là, Gunnar consacra 3 heures à instruire Brenner sur les principes fondamentaux que son oncle lui avait transmis en Fimark, notamment la proportion des dimensions du foyer par rapport à la hauteur de la cheminée. Il expliqua également l'importance de la masse de pierre environnante et la physique régissant le flux d'air convectif par rapport à l'absorption de chaleur radiante.
Brenner prit des notes avec diligence, tel un érudit appliqué. Parfois, il secouait la tête d'étonnement. « C'est si simple », murmura-t-il à un moment donné. « Comment avons-nous pu ne pas le voir ?» Gunner répondit. « Vous perceviez des cabanes parce que les cabanes étaient tout ce que vous connaissiez. » Souvent, la sagesse ancienne semble folie jusqu'à ce qu'une situation critique révèle sa vraie valeur. Martin Kessler, dont le rapport technique a failli entraîner l'expulsion de la famille Wickland, a adopté une méthode alternative pour sa transformation. Il a initié des expériences systématiques, construisant des modèles d'essai au quart de leur taille réelle, pour évaluer l'isolation thermique, la pression au sol et l'intégrité structurelle dans divers scénarios. Ces découvertes, qu'il a dévoilées lors d'une convention régionale de constructeurs à Bismarck ce printemps-là, ont suscité un enthousiasme considérable. J'ai évalué la construction standard à ossature bois, en comparaison avec les conceptions enterrées dans des circonstances réglementées, a informé Kessler à une assemblée de constructeurs pionniers et d'autorités régionales. La preuve est claire, les habitations souterraines exigent 73% moins d'énergie pour maintenir des températures internes comparables. Elles présentent une résilience exceptionnelle face aux vents violents, ne montrant aucun déplacement structurel comparé à une flexion notable de l'ossature dans les constructions typiques, et elles offrent un refroidissement naturel pendant les mois d'été, abaissant les températures internes d'environ 6,7 degrés Celsius en moyenne, par rapport aux bâtiments hors sol, a-t-il conclu. Avec des remarques qui ont sans doute blessé son amour-propre professionnel, j'avais rejeté le concept de M. Wickland comme rudimentaire et dangereux. Je m'étais entièrement trompé. Ceci est un exemple d'ingénierie avancée que nous ferions bien d'examiner et d'adopter. Le journal régional de Bismarck, Tribune, a publié un article important en mars 1888, intitulé « Le tunnel du Norvégien, la sagesse ancienne préserve des vies à la frontière ». L'article décrivait le plan de Gunner, les taux de survie pendant la crise et la tendance croissante vers la construction d'habitations souterraines. Les demandes de renseignements ont afflué de toute la région et d'au-delà. Des colons du Montana, du Minnesota et même du lointain Wyoming ont cherché des conseils pour construire leur propre résidence tunnel. Gunner a répondu à chaque lettre qu'il a pu, malgré son anglais écrit encore rudimentaire. Astrid, dont l'anglais avait considérablement progressé, l'a aidé à rédiger des réponses complètes avec des diagrammes et des dimensions. Ils n'ont jamais demandé de paiement pour ces informations. Gunner considérait qu'il était de son devoir moral de diffuser des connaissances salvatrices. Fin 1880 au tweet, les registres locaux indiquaient que 43 résidences semi-enterrées avaient été érigées dans un rayon de 80 km autour d'Edgeley. Les plans architecturaux présentaient une diversité significative, certains étaient des interprétations raffinées des concepts de Gunner, tandis que d'autres étaient des efforts rudimentaires qui négligeaient des détails vitaux. Néanmoins, tous signifiaient un changement profond dans l'idéologie de la construction à la frontière. La confirmation la plus convaincante est survenue pendant l'hiver 1888-89, qui a apporté un froid presque aussi intense que l'année précédente. Les températures ont de nouveau chuté à moins 39 degrés Celsius. Cela a duré près de 7 jours, mais cette fois, il n'y a eu aucun décès. Les maladies liées à l'exposition ont diminué d'environ 60% par rapport à l'hiver précédent. Dans toute la région, les ménages habitant des demeures souterraines ont montré une consommation d'énergie moyenne qui n'était que de 20% de celle consommée par les bâtiments typiques. Ce printemps-là, le docteur Pruitt, lors d'une évaluation sanitaire, a explicitement observé le lien. Les zones où les méthodes de construction semi-enterrées étaient plus répandues présentaient un nombre considérablement réduit de maladies et de décès liés au froid. Ce n'est pas un simple hasard. Cela représente un avantage avéré pour la santé publique découlant d'une ingénierie avancée. Même le révérend Sibley, qui avait auparavant dénoncé la résidence souterraine comme une vénération païenne de la terre, a subtilement modifié son point de vue lors de son sermon dominical en avril 1889, où il a abordé le concept de la sagesse se manifestant de diverses manières, expliquant comment la providence divine englobait non seulement le bois pour la construction, mais aussi la terre pour la régulation thermique, ainsi que le discernement pour identifier l'instrument approprié à chaque tâche spécifique. Nous sommes chargés d'une tutelle responsable, a proclamé Sibley. Parfois, cela implique de construire vers le ciel, à d'autres moments, cela implique de construire sous la surface. La sagesse divine réside dans le discernement de la distinction. Astrid, qui avait repris les services religieux, appréciait le changement de perspective, même si elle en percevait les limites. Sibley n'avait pas encore pleinement compris que ce phénomène n'était pas enraciné dans une révélation divine. Au lieu de cela, il s'agissait des principes de la physique, de la thermodynamique et du vaste corpus de connaissances accumulées au fil des siècles par des civilisations qui avaient maîtrisé la survie dans des conditions environnementales difficiles. Néanmoins, cela marquait un pas en avant. La progéniture Wickland a développé une perspective inégalée sur leur première maison.
Des années plus tard, Ingrid documenterait dans son journal les hivers doux, les passe-temps appréciés à la lampe à huile dans la chambre de la demeure souterraine et le sentiment de sécurité lorsque les tempêtes de neige faisaient rage au-dessus. Henrik finirait par embrasser une carrière d'ingénieur civil, se concentrant sur les méthodes de construction respectueuses de l'environnement, une trajectoire professionnelle directement influencée par le travail pionnier de son père. Gunnar lui-même n'a jamais cherché la reconnaissance en dehors de sa région. Lorsque le gouverneur régional est venu à Edgeley en 1890 et a spécifiquement demandé à visiter la célèbre résidence souterraine, Gunnar l'a accueilli courtoisement, mais sans ostentation. Il a présenté au gouverneur les mêmes caractéristiques qu'il avait montrées à de nombreux autres invités, le conduit sinueux, le stockage d'énergie thermique et le système de circulation d'air. La région vous est redevable. Gunnar, mal à l'aise avec l'éloge, s'est contenté de hausser les épaules. J'ai simplement construit une habitation en utilisant des techniques établies, rien d'extraordinaire, a-t-il déclaré. Pourtant, c'était bel et bien exceptionnel, et sa signification allait au-delà de la simple supériorité technique. La demeure souterraine incarnait un concept plus large. Elle remettait en question la présomption selon laquelle le progrès à la frontière nécessitait d'abandonner la sagesse ancestrale, au profit d'approches contemporaines. Elle démontrait que les connaissances accumulées par les peuples autochtones et les immigrants, affûtés pendant des centaines d'années dans des climats mondiaux rigoureux, pouvaient surpasser les pratiques de construction moderne de la frontière nord-américaine. Cette perspicacité transcendait les simples méthodologies de construction, elle abordait une inclination humaine fondamentale, la réticence à acquérir des connaissances auprès d'individus perçus comme étrangers, peu sophistiqués ou peu orthodoxes. Combien de remèdes supplémentaires aux difficultés de la frontière résidaient dans la sagesse ancestrale des populations autochtones, des colons nordiques et des travailleurs chinois. Les solutions des colons mexicains étaient soit ignorées, soit activement supprimées, car elles ne correspondaient pas aux idées établies de pratiques américaines appropriées. L'habitation souterraine de Gunnar a non seulement résisté à une crise, mais a aussi révélé l'orgueil de rejeter de vastes quantités de connaissances sans examen approprié. L'excentrique norvégien avait en effet raison. Inversement, les constructeurs expérimentés s'étaient dangereusement trompés. Ce revirement aurait dû susciter une réflexion plus profonde concernant d'autres précieuses connaissances négligées ou ignorées. Certaines personnes ont compris cette leçon. Les réglementations régionales de construction ont été mises à jour en 1891, autorisant expressément les constructions enterrées, avec des spécifications dérivées des concepts architecturaux de Gunnar. Des programmes de vulgarisation agricole ont commencé à enseigner sur la masse thermique, le chauffage et l'isolation souterraine comme méthode légitime. Progressivement, et avec une certaine réticence, les pratiques de construction de la frontière ont évolué pour intégrer l'expertise venant de l'extérieur de son champ d'expérience limitée. Cependant, beaucoup n'ont pas compris cela, et même si les résidences enterrées démontraient leur valeur, la désapprobation persistait de la part de ceux qui les considéraient comme visuellement inférieurs, socialement arriérés, ou simplement trop éloignés des normes conventionnelles. Le conflit entre la nouveauté et la pratique établie, entre le savoir autochtone et les techniques étrangères, entre l'efficacité pratique et la bienséance perçue, ces frictions perduraient longtemps après la disparition de la frontière. Gunnar Wiklund est décédé en 1924, à l'âge de 73 ans, dans l'identique habitation souterraine qu'il avait construite 37 ans auparavant. L'édifice est resté robuste, le système de masse thermique continuant de fonctionner précisément comme prévu. Sa descendance a hérité du domaine, et Henrik l'a finalement transformé en vitrine pour les méthodologies de construction respectueuses de l'environnement. En tant que l'un des premiers établissements éducatifs de son genre dans le Haut-Midwest, la Tunnel Home est aujourd'hui préservée comme monument historique. Les visiteurs peuvent descendre le tunnel d'entrée, se tenir dans la chambre principale et expérimenter la température constante qui a soutenu la famille Wiklund tout au long de l'hiver 1887. Des expositions informatives détaillent les principes scientifiques, le contexte sociétal, l'opposition de la communauté et la justification ultime. Pourtant, l'aperçu sans doute le plus crucial n'est présenté sur aucune pancarte, il est inhérent à l'édifice lui-même. Cette perspicacité révèle que les connaissances jugées rudimentaires, les techniques ridiculisées comme irrationnelles et la sagesse, transmise par les migrants et les populations autochtones, offrent fréquemment des remèdes à des problèmes que les stratégies contemporaines sont incapables de résoudre. La difficulté n'est pas technologique, elle est culturelle. Elle implique de posséder la modestie de reconnaître que nos présomptions concernant le progrès pourraient être erronées et le courage d'acquérir des connaissances auprès d'individus que l'on nous a appris à ignorer. Gunnar Wiklund n'a jamais affirmé avoir créé quoi que ce soit de nouveau, il a simplement rappelé ce que d'autres avaient négligé et a possédé la ténacité de se fier à cette sagesse ancestrale, malgré la dérision moderne. Ce faisant, il a non seulement préservé sa propre famille,
mais a aussi rappelé à toute une région frontalière que la survie continue dépend fréquemment de la compréhension. Que la divergence n'équivaut pas à l'infériorité, occasionnellement, elle signifie la supériorité, à condition que nous soyons assez astucieux pour la percevoir. Le sol maintient toujours cette température constante, de 10 degrés Celsius à 1,8 mètres sous la surface, indépendamment de l'agitation en surface. Il en a toujours été ainsi, nous négligeons simplement de l'utiliser, puis nous nous demandons pourquoi nous dépensons tant de bois pour rester au chaud. Avant votre départ, j'ai besoin de votre aide. Si ce récit de savoir oublié et de résilience pionnière vous parle, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime » et vous abonner à cette chaîne. Je m'engage à continuer de vous présenter ces récits historiques méconnus, englobant l'ingénierie pratique et la sagesse ancestrale que nos ancêtres ont employées pour survivre et prospérer. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous. Quelle méthode de survie traditionnelle, selon vous, avons-nous imprudemment abandonnée? Je lis chaque réponse. Vos perspectives suscitent fréquemment les explorations approfondies suivantes. Le foyer tunnel a démontré que les pratiques anciennes ne sont pas toujours obsolètes, elles attendent plutôt une crise pour révéler leur véritable valeur. Ne remettez pas à plus tard l'appréciation de la sagesse jusqu'à une crise, acquérez-la dès maintenant, tant que l'éducation est simple. Jusqu'à notre prochaine rencontre, restez à l'aise, conservez votre curiosité et gardez à l'esprit que le progrès n'est pas toujours linéaire. Parfois, cela implique de descendre sous terre, ce qui a préservé des secrets de survie pendant une période dépassant notre histoire de construction d'habitation. Note éducative. Ce texte propose une reconstitution historique, s'appuyant sur des pratiques documentées de construction enterrée et des modèles d'habitation pionnières. Bien que les individus et les événements particuliers soient dramatisés à des fins narratives, les principes fondamentaux de l'ingénierie, la thermodynamique et les métriques de performance comparative reflètent fidèlement la physique réelle et les méthodes de construction historique. La construction enterrée reste une option viable aujourd'hui, mais elle nécessite des conseils d'ingénierie appropriés et le respect des réglementations de construction contemporaines. Cette présentation a un but éducatif et historique, et non celui de conseil expert en bâtiment.